La série Malcolm vient d'un homme qui connaît très bien la télévision parce qu'il a grandi avec. C'est en 1978, à l'âge de 22 ans, que Lewin Boomer a débuté sa carrière à Hollywood en jouant le mari de Mary Ingalls, Adam Kendall, dans la série à succès La Petite Maison dans la Prairie. Plus tard, il devient auteur pour plusieurs séries télévisées comme Troisième Planète après le Soleil et Tribunal de nuit. Lorsque j'étais auteur, je racontais des histoires sur mon enfance, surtout pour divertir les gens. Amis et auteurs me disaient souvent « Tu tiens là un scénario, une histoire ». Je méprisais cette idée, je ne trouvais pas ma famille drôle. Pour la petite histoire, il est le deuxième d'une famille de 4 enfants. Il a grandi aux côtés d'une mère stricte et a également été placé dans une classe spéciale d'apprentissage intensif. Quand on apprend ça, pas besoin de chercher plus loin pour voir d'où vient son inspiration. En tout cas, son idée est toute simple mais pour le moins originale pour la fin des années 90. Écrire une série qui tournerait autour d'un petit génie de 9 ans vivant au milieu d'une famille dysfonctionnelle. Il a un quotient intellectuel de 165. Qui ? Malcolm! C'est un génie! Il va aller dans une classe spéciale. Quoi? Mais pas question de recopier les autres sitcoms comme Friends ou Seinfeld, qui dominent pourtant les audiences. Boomer souhaite aller à contre-courant de ce qui se fait sur toutes les autres chaînes. Il écrit donc une première ébauche intitulée Malcolm in the Middle qu'il présente à son agent Rick Rosen, qui est tout de suite emballé par le projet. Ils envoient alors le manuscrit à plusieurs sociétés, et c'est lorsque le scénario atterrit sur le bureau de la présidente de Regency Television, Gail Berman, en 1998, que les choses vont réellement bouger. J'ai trouvé ce scénario génial. C'était très original, très drôle et très différent des comédies qu'on voyait à la télé. La société passe alors énormément de temps à présenter ce projet aux grandes chaînes comme CBS, ABC ou encore NBC. Mais même si tous les cadres trouvent cela bien écrit et formidable, tous pensent que la série sera un échec. À l'époque, on a lutté pour trouver ce qu'il fallait faire. Doug Herzog, le président de la Fox, l'a lu et a trouvé que c'était la série la plus originale de l'année. Il a décidé de produire le pilote avec nous. Malcolm entre officiellement en production. La prochaine étape est de trouver un réalisateur pour tourner le pilote. Et c'est un certain Todd Holland, qui avait travaillé sur la série culte Twin Peaks, qui est choisi. Le metteur en scène a été tout de suite conquis en lisant le script qui est selon lui très drôle tout en ayant beaucoup de cœur. Il faut maintenant passer à la partie la plus difficile, le casting. Le premier gosse à être casté vient de New York et s'appelle Frankie Muniz. Alors âgé de 13 ans, le jeune acteur avait déjà joué dans Une fille qui a du chien, Mon chien Skip ou encore dans la saison 3 de Sabrina, l'apprentie sorcière. Frankie a avoué dans une interview que pour son audition, il a juste survolé le scénario et ne s'était pas du tout préparé. Il pensait même avoir raté l'audition, vu qu'il recherchait un enfant de 9 ans à la base. Mais le jeune comédien a tellement impressionné les producteurs qu'ils ont finalement modifié l'âge du personnage principal. Pour jouer Reese, le grand frère de Malcolm, c'est Justin Berfield, qui est pourtant plus jeune que Frankie, qui est pris. Loin d'être du genre à racketter les autres gosses dans la vraie vie, il a dû se dépasser pour convaincre les producteurs. Pour le petit Dewey, c'est Eric Persullivan qui est pris après avoir passé une audition en Californie. Athos, Aramis, et toi tu dois être Porthos. Tu es très moche. Et enfin pour l'aîné, qui est dans une école militaire, c'est Christopher Masterson qui est embauché. Petite anecdote bien connue, Aaron Paul, qui joue aux côtés de Bryan Cranston dans Breaking Bad, a auditionné pour ce rôle à l'époque. Pour les parents et en particulier la maman, Lewin Boomer a eu beaucoup de mal à trouver l'actrice parfaite. Aucune comédienne qui avait auditionné ne correspondait à sa vision du personnage. Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait être à la fois drôle et autoritaire tout en étant réaliste. Dans la liste des actrices retenues, une femme au nom de Jan Kasmarek, qui n'a joué que des petits rôles jusque-là, retient l'attention du créateur. Vous avez foutu le feu! Vous avez foutu le feu! Au départ, Jan ne comprenait pas le personnage, mais pourtant, durant son audition, elle a assuré. Je crois que j'avais un certain volume, et c'est ce qu'il recherchait. Étant donné que j'aime ce personnage, je ne la vois pas comme quelqu'un de maléfique. Je ne la joue pas méchante. J'adore Lois, car rien de ce qu'elle fait ne me semble si horrible que ça. Ça en dit long sur la manière dont j'ai été élevée. Dans ces circonstances, tout ce qu'elle fait est tout à fait logique. Pour Al, le père de famille, la tâche a été assez difficile également. Surtout que dans le premier scénario du pilote, le personnage était complètement effacé. Il était vraiment en second plan, sans réplique drôle. La seule chose qu'on savait de lui, c'est qu'il était poilu. C'est donc grâce à ce petit détail que Bryan Cranston reçoit un appel pour passer une audition sans aucune indication. Selon certaines personnes présentes ce jour-là, l'acteur a joué le personnage comme un savant fou. C'est à partir de ce moment précis que Lewin Boomer a réécrit Al pour le mettre plus en avant. Hé! Tu savais que maman avait un extincteur? J'ai réalisé que le personnage de Lois avait de la force et du cœur. Elle est dure, elle contrôle tout, elle n'est pas soumise, c'est elle qui porte la culotte.
Je me suis dit que ça serait bien de ne pas rivaliser avec elle, mais de lui apporter ce dont elle a besoin. Je me suis dit, Hal est plus dans l'introspection. Il est plus discret, plus calme, plus sensible. C'est un petit garçon vulnérable dans le corps d'un homme. Il s'échappe dans sa tête pour trouver un sanctuaire de paix et s'éloigner du chaos généré par 4 garçons et une femme dominante. En avril 1999, toute l'équipe est réunie pour donner vie au personnage pour la toute première fois. Alors que toutes les sitcoms de l'époque sont filmées devant un public, Boomer choisit d'utiliser le plus souvent une seule caméra sans public. Rien de pire que de voir quelqu'un dire « Chérie, je suis rentré !» puis entendre des rires déchaînés. Peters, je suis de retour. Quoi? Déjà? Oui. C'est énervant et ça tue une série. L'humour a besoin d'espace la plupart du temps. Si Malcolm avait eu des rires, ça n'aurait pas été un succès. Ça aurait étouffé la série. L'absence de rire enregistré a incité l'équipe à rendre la série plus dynamique en musclant le montage et la musique, ce qui va devenir l'identité du spectacle. Voilà pourquoi on peut entendre également le son d'un coup de fouet en guise de transition. 1 minute, je suis sous la douche. Et le claquement d'une porte à chaque fin de séquence. Judas! La maison que l'on peut voir dans tous les épisodes et qui a servi parfois de lieu de tournage pour les scènes en extérieur était située dans le quartier de Studio City à Los Angeles. Cette maison construite en 1936 était louée entre 3 000 et 4 000 $ la journée. Elle a depuis été détruite. Pour les scènes d'intérieur, toutes les scènes sont tournées dans le studio 21 au CBS Studio Center. Here's the kitchen. See into the kitchen. This is the living room where we're always in our underwear watching TV. And that's the best TV in the best world. TV. This is our parents' bedroom. Probably the only cleanest part of the whole house. Now this is our bedroom. All 3 of us in this one bedroom. This is my bed. Quelques semaines plus tard, le tout premier épisode de Malcolm est enfin prêt. Il est maintenant temps de faire des projections tests pour voir si le public peut être ouvert à ce genre de proposition. 12 personnes payées 50 $ chacune étaient présentes pour regarder cet épisode avec une télécommande à la main. Le principe est simple. Plus ça leur plaît et plus ils montent la molette, et au contraire si ça ne leur plaît pas, ils baissent la molette. Résultat, 20 minutes plus tard, ils ont très vite condamné Loïs comme une mauvaise mère. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mon Dieu, bonjour. Et ont ensuite trouvé le père trop distant envers les enfants. Les résultats du test étaient très clairs. Tout dans cette série est un échec. Après ça, difficile de penser que le président de la Fox va mettre la série à l'antenne. Et pourtant, Herzog croit tellement au projet qu'il souhaite malgré tout la diffuser. Mais en réalité, le gars n'était à son poste que depuis quelques mois et c'est grâce à son manque d'expérience que Linwood a eu carte blanche. Aucun autre président de chaîne n'aurait laissé faire tout ça, surtout après les résultats catastrophiques des projections test. Mais il y croit tellement qu'il n'hésite pas une seule seconde à mettre Malcolm entre 2 séries phares du dimanche soir, Les Simpsons et X-Files. Le président lance également une importante campagne de pub avec plusieurs spots promo, des vidéos et des affiches. Et c'est le 9 janvier 2000 que plus de 22 millions de téléspectateurs découvrent pour la toute première fois la famille Wilkerson. Le 2e meilleur résultat pour un pilote sur la chaîne Fox. Et les retours des téléspectateurs sont très positifs. Les familles à la télé sont parfaites. Celle-ci est réaliste. Les gens aiment cette série car ils s'identifient à la famille. Ils ne se disent pas « j'aimerais avoir la même ». Ils se disent « j'ai la même ». Ça leur plaît de voir ça à la télé. Je me rappelle qu'au début, Linwood m'a dit que j'étais lui et que c'était sa vie. C'était sa famille et ses problèmes. J'ai toujours trouvé ça cool d'avoir Linwood à mes côtés car il a vécu ça. Je savais que Malcolm cartonnerait, je ne voyais pas comment il pouvait ne pas aimer. Au niveau des anecdotes pour cette première saison, sachez que Bryan Cranston s'est donné à fond. Il a fait lui-même la chorégraphie en patin à roulettes et a vraiment eu plus de 10 000 abeilles sur lui pour cette scène. Bien que le nom de famille ait été révélé comme Wilkerson dans l'épisode pilote, le créateur a décidé par la suite de ne pas leur donner de nom. Une blague courante sur le plateau était que le nom de famille était No Last Name. Ceci est officiellement confirmé dans le dernier épisode lorsque Francis laisse tomber son badge. Elle qui est là pour nous guider hors de l'obscurité de l'âme. Une confirmation supplémentaire peut être vue lorsque Malcolm est présenté sur scène juste avant son discours. Et maintenant, nous allons entendre notre major de promotion, Malcolm. Pour le générique, l'équipe a évidemment pris des extraits des épisodes de la première saison, mais a aussi injecté des extraits de 11 films et émissions de télévision. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir entre autres 3 femmes combattant une tortue géante qui provient du film 1 million d'années avant Jésus-Christ sorti en 1966,
Un homme animé souriant sous la pluie qui vient de la série Nazca, le monstre sortant de l'océan est un extrait du Choc des Titans de 1981, le monstre attrapant une femme vient du film La créature de la mer hantée sorti en 1961, et le boxeur qui assomme l'arbitre vient du championnat nord-américain de 1982 à Las Vegas où Pedro Cardenas combattait Willie DeWitt mais a accidentellement mis KO l'arbitre. Who he's fighting and punches the referee. The ref takes it on the chin and goes down for the count. Au départ, pour la fin de la première saison, les auteurs avaient imaginé un cliffhanger très spécial. Dans la première mouture du scénario, la babysitter tombait littéralement amoureuse de Dewey, le kidnappait, lui teignait les cheveux en noir et s'enfuyait vers la frontière mexicaine. Ah bon, d'accord. La Fox a évidemment demandé des modifications en urgence en précisant qu'ils ne pouvaient tout simplement pas diffuser ça. Finalement, les scénaristes ont préféré la tuer. Avec seulement 16 épisodes au compteur, Malcolm devient la série la plus acclamée de l'année. Si l'humour décapant est ce qui plaît le plus au public, un autre détail rend l'œuvre populaire. Le personnage principal nous parle directement à nous, spectateurs, en brisant plusieurs fois le 4e mur. Curieux ce changement d'atmosphère, il faudrait des heures pour expliquer comment on a pu en arriver là. Journée nulle, j'ai rien fait d'autre que me dégonfler, me ridiculiser et me battre avec Reese. L'audience de cette première saison est en moyenne d'environ 16 millions. Pour la deuxième saison prévue en automne, la pression était énorme. En plus de faire face aux attentes des fans, les producteurs devaient aussi faire face à un autre problème. Les jeunes acteurs grandissaient à une vitesse monstre. Par exemple, après seulement 3 mois de pause, Frankie Muniz débarque sur les plateaux avec 20 cm en plus et une voix totalement différente. Pour pallier à ce souci, les scénaristes ont décidé de modifier toutes les futures histoires en les rendant plus matures. Ce qui apporte plus d'options, comme notamment montrer les premiers crushs de Malcolm. Alors, t'es sourd? Pardon? Les auteurs décident également de développer les personnages secondaires au lieu de se concentrer uniquement sur notre tête d'ampoule préférée. Craig est beaucoup plus présent. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Vous avez roulé sur sa jambe! Le commandant Spangler a le droit à quelques péripéties, tout comme les parents de Stevie. Stevie! 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 Kitty, il faut enchaîner moins vite vos Stevie. Je suis désolée, je suis un peu énervée. D'ailleurs, si la tête de la maman vous dit quelque chose, c'est normal, car on l'a déjà vu jouer la maîtresse de Malcolm dans le tout premier épisode. Les enfants, je suis très fière et particulièrement contente de vous apprendre que Malcolm va suivre un tout nouveau programme. C'est également l'occasion de découvrir de nouveaux personnages, comme l'affreuse grand-mère, Ida, qui reviendra dans chaque saison. Sur le tournage, une bonne ambiance règne. Entre les prises, les acteurs s'amusent et jouent même parfois au ping-pong. Il arrive également qu'ils se voient en dehors du travail pour faire du paintball. Les comédiens développent un lien très fort. Eric et Frankie étaient même voisins et passaient pratiquement toutes les soirées ensemble. Ils deviennent de véritables frères. Action. And have your charred little bodies identified by your dental charts? He's laughing. We kinda have a head injury here. I only asked out your sister because you didn't take a minute. Here we go. Oh, sorry. She does it on purpose. I could have made a million different escape plans, but now my brain is filled with... Oh. Coupé. Quand on parle de la saison 2, impossible de ne pas revenir sur l'excellent Pile ou Face, un épisode qui propose 2 chronologies différentes où l'on peut voir d'un côté à quoi ressemblerait la sortie au bowling des garçons si Louis les accompagnait et de l'autre si Al était avec eux. On est prêt? Qui nous accompagne? Je m'en charge. Je m'en charge. Et toi tu files, en avant, marche. Quand je l'ai lu, j'ai eu du mal à suivre. Je comprenais juste l'intrigue, mais c'est là qu'on voit que Todd Holland est un génie, car lui, il a réussi à mettre cette intrigue en scène. Un épisode formidable qui remportera en tout 2 Emmy. D'accord maman, tu veux voir un strike? Qu'est-ce que tu fais? Regardez bien, je suis champion du monde de bowling. Le bowling, c'est toute ma vie, et plus encore. Reviens ici tout de suite. Tu veux un strike? Je vais te dégommer tes quilles.
Une deuxième année où le show confirme son succès avec des audiences qui se stabilisent vers les 15 millions. Et la série est une nouvelle fois acclamée par la critique. Mais si tout se passe bien de ce côté-là, les enfants doivent apprendre à gérer leur célébrité. Alors que Frankie Muniz adore qu'on le reconnaisse dans la rue car ça lui permet de voir qui regarde le spectacle, l'interprète de Reese a un peu plus de mal. C'est très gênant parfois quand on fait la queue en caisse dans un supermarché et que quelqu'un crie soudainement « C'est toi ?» On se dit « Oh mince !» Et tout le monde sait alors qu'on joue dans une série. Tout le monde pose ensuite la question et ça peut être gênant. Tout le casting revient à l'antenne le 11 novembre 2001 pour une troisième saison encore plus folle. Non mais bien, mes petits anges adorés. Salut petite araignée, allez, viens me voir. Oh. 50 raisons pour lesquelles Dewey est le plus gentil garçon. Stop. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Parfait. Continue. Numéro 19, ses jolis yeux étincelants. La série a même eu le droit à un épisode spécial en 2 parties, diffusé après le Super Bowl, ce qui assure des audiences spectaculaires car l'événement est suivi par près de 100 millions de téléspectateurs. L'occasion de prendre des invités exceptionnels comme Christina Ricci, Bonsoir Suzanne Sarandon, Trouvez quelqu'un d'autre. et Bradley Whitford, qui était aussi le mari de Jan Kasmarek à ce moment-là. Mais pourquoi la Fox a choisi de diffuser Malcolm après ce grand événement? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que la chaîne désire, quelques mois après les événements du 11 septembre, de mettre en avant un programme qui lie la famille et la comédie. La deuxième raison, c'est tout simplement pour essayer de renforcer l'audience, car même si la série est numéro 1 chez les adolescents, elle peine à rassembler un public plus âgé. On a un public très large, avec des groupes de personnes très spécifiques, et ça tombe bien, ce sont ceux qui intéressent les publicitaires. Mais moi, j'aimerais que les familles entières regardent. On essaie très fort de faire une série où parents aussi bien qu'enfants y trouvent leur compte. Avec un peu de chance, on pourra encore plus élargir notre public. Plus de 21 millions de téléspectateurs seront au rendez-vous pour ce double épisode, mais les semaines suivantes, la série retrouve sa moyenne qui tourne autour des 14 millions. Durant cette saison 3, les auteurs s'amusent à parsemer dans certains épisodes un running gag, la fabuleuse aventure de Bernard le hamster. Ce petit rongeur apparaît pour la première fois dans l'épisode 6 où Dewey le place dans une boule orange. On le revoit très vite dans l'épisode 8 en arrière-plan pendant que Dewey filme Reese en train de danser avec des personnes âgées. Ensuite, c'est dans Le Fou du volant, quand Reese est arrêté après une course-poursuite avec la police qu'on peut de nouveau voir notre petite bête. Dans la grosse surprise, Francis et Al sont en voiture et sont à la recherche de Reese, Malcolm et Dewey qui ont quitté la maison pour se réfugier dans un hôtel luxueux. Et sur la route, devinez qui on aperçoit? Et enfin, dans Héros malgré lui, on le revoit une dernière fois en direction de l'Alaska. Et contre toute attente, quelques années plus tard, c'est dans la saison 22 des Simpsons qu'on le retrouve dans un sale état. Nous faisons aussi la connaissance dès le 2e épisode d'Urcabe, le nouveau prof des têtes d'ampoule. A la base, Caroline Miller devait être présente durant cette saison, et sa personnalité devait d'ailleurs se détériorer. Mais ne voulant pas jouer un mauvais personnage, Catherine Lloyd Burns a refusé de revenir. Urcabe est donc là en tant que remplaçant, et ironiquement, il était censé être un personnage de bonne humeur qui aurait signalé le comportement de Miller au directeur. Malgré une baisse des audiences de 2 millions par rapport à l'année précédente, le show est renouvelé. La 4e saison marque d'ailleurs un gros changement pour Francis. Pratiquement à la rue avec sa femme Piama, il croise par hasard Otto, propriétaire fortuné d'un ranch hôtel nommé Grotto. Nous possédons un ranch auberge tout près d'ici, avec des vaches, des chevaux aussi. Oui, on l'a appelé les Grotto. Elle c'est Gretchen et moi Otto. Grotto. L'homme doté d'une extrême gentillesse embauche le jeune homme dans son ranch seulement quelques minutes après les avoir rencontrés. Jan Kasmarek est tombée enceinte durant le tournage de cette saison. Les scénaristes ont donc décidé d'inclure la grossesse. Rien de grave, vous êtes enceinte. Toutes mes félicitations. C'est la meilleure partie de mon travail. Oui, c'est fantastique. Dans la vraie vie, la comédienne a eu 3 enfants, tous par césarienne. Alors, quand elle revient pour accoucher de Jamie, l'actrice a simulé l'accouchement en s'inspirant de ce qu'elle avait vu à la télévision. Dans un épisode culte, on peut voir ce que cela donnerait si les garçons étaient des filles. René, s'il te plaît, rends-moi ce stylo. Mallory, ne sois pas idiote, c'est juste un stylo.
stylo, j'en ai besoin pour faire mes devoirs. Eh bien, cette idée a été donnée par une fillette de 11 ans. C'est en effet la nièce d'une des costumières qui a proposé à Lee Boomer un script complet de 2 pages en développant cette histoire originale. Le créateur a tellement adoré le concept qu'il a tout de suite signé l'épisode, en créditant bien sûr la jeune fille. C'est une fille que je veux. Et enfin, les auteurs ont une nouvelle fois injecté un running gag qui va s'étaler jusqu'à la 5e saison. Je veux bien sûr parler de la demande en mariage. Souvenez-vous, c'est dans l'épisode Plus on est de fous, moins on rit, qu'on fait la connaissance d'Angela et Warren. Ce dernier souhaite tout simplement faire sa demande en mariage, mais un événement l'interrompt à chaque fois. Angela? Oui, Warren, oui. Oh, je suis désolée, je tenais plus debout. On pourrait pas éteindre ce feu, là, je transpire comme une vache. Ah. Angela, la dernière fois, les choses n'ont pas tourné comme prévu, mais je suis prêt à recommencer. Oui. Nous commencerons l'interrogatoire avec vous, monsieur. Venez opposer une résistance ne fera que Angela. En parlant de cette 5e saison, pas grand chose à dire, à part que l'engagement de Meryn Dungey dans Alias l'a empêché d'apparaître plus fréquemment dans cette saison en tant que mère de Stevie, au point où elle a été carrément exclue et n'est revenue que pour un épisode dans la saison 6. Voilà pourquoi les parents du meilleur ami de Malcolm divorcent si brutalement. C'est aussi la dernière saison où Francis est vraiment mis en avant et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, à ce moment-là, Justin et Frankie venaient tout juste d'avoir 18 ans, ce qui veut dire qu'ils avaient le droit d'avoir plus d'heures de tournage. C'était donc l'occasion de les mettre plus en avant, vu que leurs personnages sont très appréciés par les fans. De plus, Christopher voulait se lancer dans la production et la réalisation, ce qu'il fera pour plusieurs épisodes. Et enfin, la dernière raison est très triste, mais la santé de Kenneth Mars a sérieusement décliné à partir de là, raison pour laquelle Otto a été malheureusement retiré de la série à partir de la saison 6. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons faire exploser ce barrage abominable. C'est marrant, comme vu d'ici, l'explosif ressemble à la glacière. Je commence à croire que c'est bien la glacière du pique-nique qui est au barrage. La 6e saison est également marquée par le départ de Lee Boomer en tant que superviseur général de l'écriture, ce qui ne l'empêche pas d'être consultant. Malgré ça, la série garde sa fraîcheur et nous offre de beaux moments. Mais malheureusement, comme toutes les autres séries, les audiences baissent. Mais pour le coup, c'est vraiment la faute de la chaîne qui n'en fait qu'à sa tête. Sans savoir pourquoi, Malcolm n'est plus diffusé après les Simpsons à 20h30, mais est maintenant diffusé à 19h30, où la série arrive à fidéliser 7 millions de fans. Ensuite, la Fox déprogramme carrément l'épisode 5 pour laisser place à un événement sportif. Pour Noël, sans aucune explication encore, l'épisode 6 est diffusé à 21h dans l'anonymat la plus totale. Résultat, pire audience avec seulement 4 millions de téléspectateurs. À partir de janvier 2005, la série revient à 19h30 et ça ne marche pas. Face à une concurrence trop rude, Malcolm ne rassemble plus que 5 millions de personnes. La fin de la série est proche. Malgré tout renouvelé pour une 7e saison, la Fox continue les conneries en décidant de diffuser la série cette fois-ci le vendredi soir à 20h30 lorsque les Américains désertent la télévision. C'est donc sans surprise que la saison 7 touche le fond en rassemblant seulement 3 millions de téléspectateurs. Et c'est en décembre 2005 que la Fox annonce officiellement l'arrêt de la série. Malgré cette annulation, la chaîne décide de remettre Malcolm le dimanche soir avec une autre série également annulée cette année-là. Nous ne voulions pas voir ces séries sombrer avant leur fin. On préfère nettement les voir s'en aller avec une audience respectable et les faveurs du public pour qu'elles restent dans les mémoires. Mais les chiffres restent catastrophiques, en vacillant entre 2 à 4 millions. Mais heureusement, le 14 mai 2006, le final sauve l'honneur. D'ailleurs, pour le dernier épisode, Frankie Muniz a confié une anecdote émouvante à l'équipe de Malcolm France. We were on set and every one of us are just covered in gunk for 12 hours. You know, because it takes a long time to film, especially that scene because it was long and there was a lot of people in it. And we show up on set, but as the day went on, all of the crew from the 7 years, so people who used to work on the show, who weren't on the show anymore, or people who, you know, were actors on the show, everyone is there.
behind the scenes. Just hundreds of people. And one by one, they shoot, you know, like all of Dewey's shots, all of Eric's shots. And then he's done. But he's still there, but he's done on camera. Then they shoot Reese. You know, so everyone's getting done. And Linwood was directing that episode. It was one of the first episodes he directed. And he saved my close-up for last. And, oh man. We filmed this, they set up, and we know it's the last shot. And it hit me that it was it. And to be honest, I could not, like, hold in my emotion. No, I'm sorry. You expect me to be one of the greatest presidents in the history of the United States. You look me in the eye and you tell me you can't do it. We did one take. So if you watch that scene back, we did only one take. Normally we do like 5, 6, 7 takes. One take. But I was so emotional and crying. But it worked for the scene because that's the scene where I'm really mad at my parents. And they tell me, no, you're going to be the president of the United States of America. But the emotion worked, and they said cut. And everybody just started clapping and crying. And like, we didn't leave the set for like 8 hours. And slowly everyone started to leave. But me and Jane Kaczmarek, who played Lois, were the last people to leave the set. I just couldn't. Like, it was so sad. But, you know, and at the same time, like, it was a happiness, like crying, of like having gotten to experience amazing memories and amazing times and make an amazing show that people love. So, it was cool. Cet ultime épisode est diffusé entre les Simpsons et les Griffins à 20h30 et c'est plus de 7 millions de téléspectateurs qui sont présents pour dire adieu à cette famille définitivement pas comme les autres. Nous sommes nombreux à avoir rêvé de ce jour pendant des années. Le jour où on quitte l'enfance, où on devient enfin indépendant. Mais même si on déménage à des milliers de kilomètres, il n'y a pas d'échappatoire. Notre famille nous accompagne où qu'on aille. Elle sera toujours avec nous. Dans nos habitudes, dans nos gestes, nos attitudes et dans les choix que nous ferons. Nous ne sommes jamais libres. Mais nous ne sommes jamais seuls. Et depuis, on entend des rumeurs concernant un retour. On parle d'un film, ensuite d'un long épisode, parfois même d'une saison entière, ou même d'une réunion entre les acteurs comme il y a eu pour Friends par exemple. Pour le moment, rien d'officiel. On sait juste que Bryan Cranston travaille depuis des années sur ce projet. Et on voit à quel point il est attaché à cette série. Il a carrément tourné une fausse fin alternative de Breaking Bad où il se réveille aux côtés de Lois et nous fait croire que les 5 saisons n'étaient en fait que le cauchemar de Hal. En attendant un potentiel retour, il est temps de finir cette rétrospective sur des petites anecdotes. Quand Lois fouille dans les affaires de Hal, elle découvre un paquet de cigarettes de la même marque fictive que celle que fumait l'homme à la cigarette dans la série X-Files. Frankie Muniz est devenu l'un des enfants les mieux payés au monde. Il s'est notamment acheté grâce à ses cachets l'une des 200 Porsche Speedsters estimée à 250 000 $. Leewoon Boomer fait une apparition dans le tout dernier épisode de la série. En France, M6 a dès le début décidé de diffuser 2 épisodes de Malcolm le midi de 11h50 à 12h40. La série a rencontré un énorme succès et a rassemblé plus d'1,5 million de téléspectateurs avec une part de marché qui dépasse parfois les 30%. Aucun autre programme a réussi à obtenir de telles performances à cette heure-ci sur cette chaîne. Avec cette info, on comprend mieux les multiples rediffusions. On le sait tous, depuis 2012, Frankie Muniz a été victime de plusieurs mini-AVC. Cela a conduit à quelques rumeurs comme quoi le comédien a très peu de souvenirs du tournage de la série. Mais ça n'a en fait rien à voir, l'acteur était juste trop jeune pour se souvenir de tout ça. Dans la version française, la voix de Reese change à partir de la 3e saison. Le comédien Romain Douilly a en effet abandonné le doublage de la série suite à un déménagement et a été remplacé par l'excellent Donald Renew. Eric Pearce-Sullivan donne tellement peu de signes de vie depuis l'arrêt de la série que beaucoup pensent qu'il est tout simplement mort, ce qui est totalement faux. Le dernier épisode de la série Malcolm Président se termine sur la chanson Better Days de Citizen King. C'est exactement la même chanson qui a clôturé le premier épisode de la série Je ne suis pas un monstre. La boucle est bouclée.
Et voilà, c'est tout pour la série Malcolm. J'espère que vous avez passé un bon moment et avant de partir, je tenais à vous parler de l'excellent site Malcolm France. Une véritable bible pour les fans où vous pouvez retrouver toutes les anecdotes de la série, les dernières actualités, des entretiens exclusifs avec les acteurs, bref, un site parfait pour les fans. Foncez! Deuxième chose, je sais que nous sommes dans l'ère des plateformes, mais je suis encore très attaché au format physique. Donc j'en profite pour vous rappeler que notre tête d'ampoule préférée a eu le droit à plusieurs coffrets DVD remplis de bonus. Et sinon, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives, mais en attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.